Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour. Bonjour Laurent. Je reçois aujourd'hui Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors je m'appelle en effet Stéphanie, j'ai bientôt 50 ans. J'ai bientôt fêté mes 50 ans déjà. Eh oui. Je ne me souviens plus moi comment ça fait. Eh bien écoute, je te reparlerai dans 2 mois. Hein. Je suis formatrice, essentiellement formatrice en entreprise. D'accord. Voilà. Et tu formes dans quel domaine ? C'est très varié parce que quand on est en entreprise, bien souvent, on demande à ce que les formateurs soient polyvalents. D'accord. Alors on a bien sûr chacun des domaines de prédilection. Moi j'interviens, alors c'est vrai sur les outils de production ou sur tous les process. D'accord. Mais j'aime bien plutôt me focaliser sur la relation client ou l'écriture web. Ah très bien. Eh ben écoute, de quoi tu aimerais nous parler aujourd'hui ? J'aimerais vous parler de la co-animation. Ah, ça parce que c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu en entreprise. Ah, écoute, je suis content que tu viennes aborder ce sujet parce que c'est pas quelque chose dont on parle et bien souvent, c'est pas quelque chose qu'on pratique très souvent. Et du coup, tu vas pouvoir nous éclairer un peu et nous parler de ce qu'est la co-animation en formation. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que quand on parle de formation, quand on pense à formation, souvent on évoque le formateur mais au singulier. Oui. Mais en fait, formateur peut très bien s'écrire au pluriel, et notamment en co-animation. Tout à fait. Donc, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et donc oui, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui de la co-animation. Bien. Et alors, du coup, comment ça se passe, cette chose-là ? Ça se passe... en fait, c'est la co-animation, c'est super, en fait. Hein. Alors, c'est bénéfique pour les apprenants, c'est bénéfique aussi pour les formateurs. Mais ça, c'est dans le monde de oui-oui, si j'ai envie de dire, parce que on idéalise la formation, la co-animation, mais ça se passe pas forcément toujours comme on l'espère. Et comment justement ce monde idéal, on l'imagine alors ? Alors on l'imagine, comment je pourrais dire, en véritable, la construction d'un véritable binôme. D'accord. Qui coopèrent, qui se coordonnent, qui partagent. Mais bon, c'est le monde idéal, mais dans la vraie... Le projet. Ça, voilà. C'est un peu le projet. Exactement. Et effectivement, on peut voir plein d'avantages à ça. Ouais. Le fait de ne pas être seul non plus en tant que formateur. Oui, c'est ça, exactement. On n'est pas seul en formation. On peut, entre guillemets, je mets des gros guillemets, se reposer sur l'autre, notamment quand on a des formations qui sont lourdes. Si on a des formations d'une journée, c'est vrai que c'est bien d'être à deux parce qu'on peut s'appuyer sur l'autre. Ça permet aussi, puisque je parlais justement d'une formation assez lourde, ça permet de rendre une formation plus vivante, plus dynamique. Oui. On peut aussi s'essouffler au cours de la journée. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut, l'autre formateur peut prendre le relais. Ce qui fait que les changements peuvent retenir un peu plus l'attention. Exactement, oui, parce que on sait, même si on fait des activités pédagogiques variées, si on respecte le rythme biologique de chacun, on sait pertinemment que de toute façon, au cours d'une journée, il y a une perte d'attention. Oui, c'est normal. Donc si déjà les formateurs eux-mêmes sont en baisse, oui. Ça ne fonctionnera pas. Ça fait un combo perdant, ça. Ah oui, ça c'est clair qu'on ne sera pas dans le match gagnant-gagnant.
Et alors, mais concrètement, quand tu dis oui, ça c'est le monde idéal, et concrètement, ça se passe à peu près comment là? Alors moi, ce que j'ai vécu, c'est que bien souvent, les formations, les co-animations n'étaient pas suffisamment préparées. Ah. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin en disant bon alors c'est toi qui anime, c'est toi qui forme, c'est toi qui projette, bon allez vas-y je te laisse faire. Donc je ne vais pas dire que c'est de l'amateurisme, mais il y a quand même un minimum de préparation à avoir, sinon en fait la formation elle risque d'être un peu bancale. Ouais. Alors on peut y aller comme on disait souvent, bon ben on y va au talent. Oui, ça marche pas tout le temps. Non, c'est ce que j'allais dire. Le talent, ça fonctionne pas toujours. Improviser, oui, parfois de toute façon on improvise en formation. On s'adapte donc. Dans cette adaptation, l'improvisation a du sens. Oui, voilà. Mais ça nécessite d'avoir, surtout en co-animation, d'avoir une confiance quand même mutuelle. Et voilà. Et donc ne pas préparer. Dans les propositions de co-animation, c'était dans quel contexte déjà, toi, que tu faisais ça? C'était entreprise? Oui, tout à fait, entreprise. Donc c'était dans le cadre du plan de formation où on vous disait. Exactement, oui. Voilà, tout à fait. Il faut former dans telle dimension. C'est toi ou ton binôme qui choisissait l'autre, ou c'était tiens, ça sera vous, comment ça marche? Non, on se choisissait en fait par affinité, parce que quand on fait un binôme, quand un binôme se construit, il faut quand même bien se connaître. Oui. C'est quand même plus facile. Donc c'est vrai qu'on le faisait aussi par affinité, par domaine de compétences, ou je parlais tout à l'heure de prédilection, de domaine de prédilection. Bon, il y a certains domaines qu'on affectionne, enfin, même si c'est peut-être pas le terme qui correspond à affectionner, mais enfin où on est plus à l'aise. C'est ça. Donc on fonctionnait de cette manière-là, et puis bien se connaître, ça aide. Ne pas avoir aussi, il peut y avoir dans un groupe, quel qu'il soit, et même un groupe de formation, il peut y avoir des tensions, ça peut arriver. Oui, c'est la vie. C'est la vie, voilà. Et donc, si on doit monter une formation, animer une formation, et qu'il y a un conflit ou une tension sous-jacente, peut-être pas l'idéal de former le binôme. Ça peut arriver. Oui. Dans l'approche, là, tu me dis effectivement, il y a le monde idéal, ce qu'on aimerait tous avoir, et puis il y a ce qu'on vit. Et du coup, qu'est-ce qui, une fois ce constat fait, empêche ou ne permet pas justement de déployer cette co-préparation? Qu'est-ce qui vous gênait là-dedans? Dans le fait de préparer? Oui, parce que une fois tu l'as remarqué, ok, on n'a pas préparé, la fois d'après tu te dis, il faut qu'on prépare. Et du coup, si ça se reproduit, qu'est-ce qui peut être les freins à cette préparation, justement, au fait que les formateurs, tu vois, ils puissent vraiment venir co-préparer, co-animer en vrai? Je pense qu'on a pris une mauvaise habitude. On est tombé dans une routine de fonctionnement sans peut-être se remettre en cause. En fait, on avait conscience qu'il fallait préparer, mais je pense qu'on n'a pas pris suffisamment de recul en se disant bon, ok, on a conscience qu'il faut préparer, faudrait peut-être qu'on le fasse. Et donc on a continué en fait à le faire de cette manière-là. On a l'habitude, après on se laisse porter. Oui, on se laisse porter, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme élément qui permettrait à un binôme qui a des affinités de construire et de préparer? Comment tu leur dirais de s'organiser, toi, par rapport à ton retour d'expérience? Alors en fait, j'ai envie de dire que tu sais, comme quand on fait une formation, quand on anime une formation, dès le début, on pose le cadre, on définit les règles avec les apprenants. Je pense qu'il est nécessaire de faire la même chose quand on co-anime. D'accord. Il y a des règles qu'il faut poser. Et donc ces règles, c'est se dire... on co-anime, je le disais tout à l'heure, je parlais du binôme, on est un binôme. Donc un binôme, c'est effectivement, on partage le temps de parole. Donc c'est aussi se dire qui fait quoi, mais à quel moment. Oui, la temporalité de l'intervention. Voilà. Je parlais tout à l'heure de la relation client. Si en jeu de rôle, par exemple,
moi, je faisais souvent l'actrice, entre guillemets, et l'autre formateur était observateur. Donc les rôles sont définis. D'accord. Bien que cette définition des rôles, justement, n'était pas définie. On le faisait en fait à la dernière minute, en disant bon, alors maintenant on va faire des jeux de rôle. Bon, bah tu fais quoi? Donc là aussi, il y avait un manque de préparation. Donc c'est aussi, si on anime, il y en a un qui peut très bien animer, l'autre s'occuper du matériel, oui, projeter. Exemple, voilà, bon, on définit les rôles. Même en les alternant tout au long, c'est pas toujours le même qui va envoyer le diaporama ou qui va donner les éléments. Oui, tout à fait. Je disais aussi donc qui fait quoi, mais quand. Donc, à quel moment j'interviens, qui commence en fait la formation. En fait, si on fait justement le déroulé pédagogique d'une séance, si on détaille tout, on doit pouvoir être en mesure de savoir qui intervient à quel moment. Parce qu'en fait, il y a des formations, si je prends par exemple la formation sur la rédaction web, on l'a mutualisée avec celle sur le référencement. Ouais. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Et plutôt, au départ, on faisait une formation rédaction web et une formation référencement. Et en fait, on s'est aperçu que les apprenants, ils avaient du mal à faire le lien. Ouais. Donc on s'est dit, on va mutualiser. Donc c'est vrai que ça présentait l'avantage que chacun intervenait au fur et à mesure des points qui étaient abordés. Est-ce que là, justement, c'est pas plus facile quand chacun a son domaine vraiment défini, son domaine de prédilection? Rédac web, SEO, oui, ok. Donc là, on va comprendre que quand on parle de SEO, c'est A, et quand on parle de Rédac web, c'est B. Oui. Et c'est peut-être ça aussi un des tips à donner, c'est de se dire... écoutez, intervenez vraiment là dans votre domaine ou évitons d'avoir des binômes qui se chevauchent en vérité sur la dimension de ce qu'ils ont à partager. C'est peut-être ça aussi le truc. Mais là, on va au-delà de l'affinité du coup. On va au-delà de l'affinité, mais un binôme, c'est pas non plus que de l'affinité, mais c'est vrai que c'est aussi des compétences. Oui, on a besoin d'avoir envie de travailler ensemble aussi. C'est mieux, oui. Parce que de toute façon, s'il y a un conflit, s'il y a une tension, les autres vont le ressentir. Ouais. Alors c'est vrai que quand on est en co-animation, parfois on est en désaccord. Ouais. Comment ça se gère, ça, un désaccord? Moi, je viens de dire quelque chose, et puis, alors on imagine que j'ai dit quelque chose qui n'était pas, on va dire, super bien, et tout d'un coup, toi, là, tu es obligé de dire, ça se passe comment, là? Alors, il faut surtout pas dire, alors bon, c'est pas bon, c'est pas juste ce que tu viens de dire. Hein. Alors, en fait, le désaccord, j'ai envie de dire, ça peut être constructif, parce qu'on peut tous aussi avoir un point de vue différent. Attention à ce que ça ne devienne pas... il faudrait que ce ne soit pas perçu justement comme un conflit. Oui, comme une rivalité. Mais plus comme un jeu. Tiens, du coup, comme tu as dit ça, tu sais, je peux amener cette précision. Voilà, exactement. Il faut un peu de souplesse, quoi. Il faut de la souplesse, mais c'est pas évident. c'est pas évident, d'autant que... Parfois, dans la co-animation, c'est vrai que même sans qu'il y ait de supériorité hiérarchique, parfois il y en a un qui veut prendre le lead sur l'autre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut définir, sur lequel il faut qu'on se mette d'accord dès le début. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur le fait qu'on parle au nom du binôme, donc on utilise le « nous ». Oui. On ne va pas utiliser le « je ». Ah voilà, tiens ça, tu vois. Mais parfois, chasser le naturel, il revient au galop. Et on a des formateurs qui veulent tirer la couverture à eux. Et en fait, c'est vrai qu'ils parlent surtout en leur nom. Et donc là, l'effet binôme, on n'est pas très crédible. En fait. Donc c'est aussi ça de se mettre... La question que je peux me poser, je vais faire là une question terre à terre. Non mais du coup, moi si j'ai 2 formateurs sur une formation d'une journée, je paye 2 fois le formateur. Là. C'est quoi la plus-value d'en avoir 2 quoi? Comment je vais payer plus cher et comment le service il est mieux là? Parce que tout à l'heure on parlait justement de compétences. Ah oui. Chacun a ses compétences, donc peut apporter sa pierre à l'édifice.
qui reviendrait à dire, bah ouais, écoute, en vérité, les deux formateurs, je les avais sur le SEO et puis sur la rédac web, et tout d'un coup, bah, je les ai tous les deux, mais qu'à un seul endroit, donc ça revient au même, c'est vrai. Oui, dans voilà, ce cas-là, ouais, exactement. Et on est beaucoup plus efficace. Dans cette formation-là, on était beaucoup plus efficace qu'individuellement. Oui, j'ai bien compris. Votre objectif, c'était de faire le lien et le sens des deux apprentissages pour les personnes qui les suivent. Oui, parce qu'on s'est aperçu en fait qu'après, dans la vraie vie, les deux, ça ne matchait pas. Ouais. On n'arrivait pas à faire, comme tu disais, le lien entre ce que j'ai vu en rédac web et ce que j'ai vu en référencement. Comment j'arrive à ce que les deux matchent et comment je fais pour y arriver. Comment j'ai qu'une ligne de portée d'écriture qui amène les deux. Voilà, c'est ça. En sachant que dès que tu veux écrire SEO, tu n'es plus dans un langage très naturel. C'est ça. Il faut arriver à combiner les deux. C'est pas un exercice qui est facile. C'est pas un exercice qui est facile. Ouais. Et d'ailleurs, quand on utilise les outils qui vont comme Yoast ou des choses comme ça, quand on voit comment ils nous reprennent de volée sur ce qu'on écrit, on se dit mon Dieu, mais je sais pas faire, je sais pas écrire. Alors qu'en vérité, des fois sur du langage naturel, c'est pas mal non plus. C'est ça. Bon, Là, c'est une parenthèse, mais on va voir les algorithmes de Google notamment changent maintenant. Et sur le langage machine, ils sont moins parce qu'on commence à avoir de l'IA qui va proposer de la rédac web. Et là, du coup, ça s'identifie assez bien. Donc, c'est bon signe, en tout cas, pour les gens qui vont raconter des vraies histoires, qui vont faire du bon rédac web et qui va avoir un bon SEO collé. Ça vous fait du boulot en plus, là. C'est ça. Et c'est bien. Oui, non, mais c'est bien. Après, là, je prends cet exemple-là, mais c'est vrai que quand on a des formations sur un outil de production, c'est vrai que c'est des formations d'une journée, 2 journées. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est des formations qui peuvent être lourdes. Donc pas très sexy. Pas toujours très sexy, il faut bien... Sur du process, c'est jamais très sexy. Le process, oui, mais c'est vrai qu'on est obligé d'en passer par là. Mais c'est vrai que, oui, on peut aussi, quand on est seul, on peut aussi s'essouffler et manquer un peu d'entrain par rapport à ce que tu disais, c'est pas très sexy. Donc au moins, le fait d'être à deux, ça permet de dynamiser la formation. Après, c'est vrai que quand on est seul, on a aussi cet avantage d'être en autonomie, donc de pouvoir en fait concevoir, organiser un peu la formation comme on le souhaite. Mais il n'empêche que quand on est face à des grands groupes, quand on est seul, ça peut être parfois difficile à gérer. C'est quoi pour toi un grand groupe en termes de nombre ? Alors nous, on est sur 8-10 personnes. Ouais, normal. Hein. Ça va. On va appeler normal, tu vois, même je l'appelle normal. Moi. on est dans la normalité. Au-delà, c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, c'est aussi de notre responsabilité à nous, en tant que formateurs, de dire non, je ne veux pas J'en veux pas 24. J'en veux pas 24. Faites-moi 2 groupes de 12. Quoi. Ah oui. Et, alors, à l'inverse, avoir une formation où tu as 2 personnes... Ouais, c'est pas top. La dynamique de groupe, elle est molle. La dynamique de groupe, elle est molle. C'est en fonction des personnalités des personnes, oui, la dynamique, c'est très compliqué. Mais là, en revanche, c'est presque de la formation sur mesure. Oui. Ça a au moins cet avantage-là. Disons que, tu vois, nous, dans nos pratiques, dès qu'on a des gros groupes, on va plutôt être dans des dimensions de transmettre de l'information. Oui. Où on va pouvoir avoir 24 personnes pour de la formation. Et derrière, avoir des groupes de travail redécoupés où on va avoir des 3x8, des 2x12, etc. Mais jamais plus, quoi. Non, c'est compliqué. Sinon, de toute façon, on sait que ça ne matche pas, quoi. On peut pas leur donner du temps, en vrai. Non, mais voilà, c'est ça. Parce que chaque fois, l'unité de temps est divisée par le nombre de personnes. Exactement. Et puis, plus tu as de personnes, plus tu vas avoir d'interactions et forcément, tu peux avoir de la digression, tu peux avoir... complètement. Tout peut être là. Et puis, alors, je parle des grands groupes, mais la difficulté aussi, et c'est l'avantage aussi de co-animer, c'est que justement, on parlait de la dynamique avec des personnes, des profils des personnes. On a aussi des profils qui sont différents. On a parfois des personnalités fortes. Oui. Appelons ça comme ça. Voilà. Perturbatrice et forte. C'est ça. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué. Moi, je me souviens d'une formation. Enfin, non, à l'époque, je n'étais pas encore formatrice. J'étais manager,
mais j'avais commencé à mettre un pied, un orteil même, dans le monde de la formation, le gros orteil. Et on m'a dit, tu vas faire une formation sur la relation client. Donc très bien, je monte mon petit groupe. Et puis, donc, j'étais vraiment aux prémices de la formation. Et donc, il y a une personne dans cette formation qui m'a un peu déglingué tout ce que j'avais prévu parce que alors c'est quelqu'un en fait qui comment je pourrais dire, il travaille bien en soi, il est très agréable, mais il a ce côté un peu rebelle, comme un adolescent là qui est en pleine crise et il faut systématiquement qu'il conteste tout et en fait j'ai pas su le cadrer. Et en fait, on a parlé, on a digressé et j'ai pas pu faire mon programme comme j'avais envie. Donc quand on est à deux, ça permet de mieux canaliser, justement. L'avantage quand on est à deux, il y en a un qui peut, entre guillemets, jouer le gentil, l'autre le méchant. À un moment donné, alors moi en général, je joue le méchant. Voilà, on peut dire, écoute, c'est pas le sujet du jour. Ce que je t'invite à faire, c'est qu'on profitera de la pause. Voilà, exactement. Alors nous, on a un terme pour ça, on appelle ça du frigo. C'est-à-dire, écoute, ta question est très intéressante. Comme c'est pas trop le sujet, je te propose qu'on la note et on en parle à 10h30. Oui, surtout pas frustrer la personne et lui dire, écoute, ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Mais on peut en parler une fois la formation terminée, à la pause. C'est ça. Depuis, j'ai appris. C'est un métier. C'est un métier, mais c'est vrai que voilà. On y est tous passés. Hein. Oui, mais ça sert. Là, moi, j'avais eu le cas justement du je sais tout, le gars qui sait tout. Oui, ça arrive aussi. Ça, c'est compliqué parce que si c'est vraiment tout, tu peux laisser ta place. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, il ne sait pas vraiment tout, donc c'est compliqué. Non, mais ça, on en a. Alors nous, on ne sait pas tout non plus, mais nous, on le sait. La différence, mais bien sûr. Mais c'est vrai que alors ceux qui remettent en cause la politique de l'entreprise, notre manière de travailler, qui disent mais pourquoi vous utilisez tel outil alors que vous pourriez utiliser tel autre outil. Oui. Bon, c'est vrai que ça parasite en fait la formation. Donc. Et si demain tu devais co-animer avec moi, oui. alors on va fixer quand même un peu des règles. Tu as dit qu'il faut fixer des règles, donc c'est quand même un peu toi qui est la formatrice référente. Oui. Moi, j'arrive avec toi dans mon domaine d'intervention. Comment on va préparer ça pour que ça se passe bien, que nos auditeurs aient un petit fil conducteur pour voir une petite organisation de comment on va s'y prendre? Comment tu décrirais ça, toi, d'une façon très opérationnelle, dans le monde que tu pilotes, quoi, hein. Oui. C'est tout simplement, voilà, on a telle formation à déployer, donc on va en effet séquencer la formation et se dire, bon... On se répartit les rôles, hein, comme je disais tout à l'heure. Toi, tu vas intervenir, tu es plus spécialisé, entre guillemets, sur tel sujet, tu le maîtrises mieux que moi, donc tu parleras. Et moi, j'en profiterai peut-être pour apporter une précision et qu'on ait un temps de parole en fait, qui soit équivalent et surtout se dire, on ne se coupe pas la parole. Parce que c'est... Alors, surtout en distanciel. Parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Et oui, Là, on parlait du présentiel, ils sont là, mais alors du coup, en distanciel, tu coupes le micro de ton binôme? Non, mais c'est en fait, tu vois, je parlais tout à l'heure justement de supériorité hiérarchique, même si en fait, en formation, dans le service, il n'y en a pas. Mais il y en a un qui peut prendre, en effet, qui peut vouloir prendre le lead sur l'autre et qui ne va pas laisser l'autre en placer une, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant. Oui. Et donc soit il y a deux scénarios possibles. C'est soit comme tu dis, non pas je coupe le micro de l'autre, mais je coupe mon micro et je me mets en retrait. Je dis tu sais quoi, fais ta formation, puis voilà. Ou alors on va à la confrontation, on s'oppose à ce qu'il dit. Alors, on perd en crédibilité, les deux perdent en crédibilité. Mais oui, on perd en crédibilité sur le binôme. Ça jette un discrédit sur justement le fonctionnement, l'efficacité en fait de la formation et des formateurs. La forme proposée, en vérité, elle est déjà corrompue, donc le fond va avoir des difficultés à arriver jusqu'à nos apprenants. Oui. Et donc, on fait quoi là? On se réunit? Comment ça marcherait? Comment tu ferais ça? Comment tu me planifierais ça un petit peu, cette prépa?
Ah bah oui, je veux dire... On a écrit nos déroulés. Oui, non, mais ça se prépare. Et moi, justement, ce que je pourrais reprocher à notre manière de faire, c'est qu'on n'a pas suffisamment préparé. Donc oui, il faut se préparer, se réunir autour d'une table et bien poser les choses à plat, ce qui sera d'autant plus facile pour co-animer, pour justement pas qu'il y ait de difficultés ressenties de la part des formateurs ou d'un formateur, mais aussi de la part des apprenants. Est-ce que le rôle de formateur en entreprise va intégrer justement cette dimension de temps de préparation, ou bien on te dit, bah écoute, nous, tu vas animer 4 heures, mais ce sera 4 heures mardi prochain, le reste du temps, tu fais autre chose, quoi. Ou est-ce qu'on te dit, bah écoute, tu as 4 heures à animer, tu as 2 jours pour préparer, quoi. J'exagère un peu, mais... Si, on a toujours des temps de préparation, parce qu'en fait, c'est nous qui... Alors, on ne crée pas les supports, enfin, ça arrive. Si c'est un process, par exemple, les process, c'est fabriqués une fois. Ouais. Voilà, c'est pas nous qui les faisons. En revanche, si on est sur la relation client, c'est nous qui créons, on assure la conception en fait du support. Donc ça nécessite de la préparation. Et puis, on a le temps aussi. On n'est pas tous les jours non plus en formation. On n'est pas du matin au soir en formation, donc ça nous permet de préparer les supports, ça nous permet aussi de faire de la veille. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est deux rôles différents? Enfin, je ne sais pas trop comment toi tu le vivais. Est-ce que tu es formatrice occasionnelle en entreprise ou est-ce que tu es formatrice en entreprise? Ah, formatrice en entreprise. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, je forme des formateurs et je me suis rendu compte qu'ils avaient surtout une vision du formateur en centre de formation. Tu vois, la dimension, ils ont du mal à dire je vais être formateur dans une entreprise. Et il y a plein de choses sympas dans l'entreprise à former. Tu sais, il y a plein de domaines. Oui, de toute façon, en général, il faut former en fait tous les collaborateurs. Parce qu'on a de la formation initiale, certes, mais il y a de la formation continue aussi. Et oui. Donc, quand on est 200, 300 personnes, autant te dire que... Ça n'arrête jamais. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est vrai que la formation continue, moi, telle que je l'ai vécue, elle est très intéressante, c'est très enrichissant, parce que c'est vrai qu'on a des groupes qui sont variés. Et puis aussi, on se base sur leur vécu. Donc on se base sur les situations professionnelles qu'ils vivent pour justement concevoir la formation continue. Donc on répond en fait vraiment à leurs attentes. Mais c'est chronophage. Oui. C'est chronophage, d'autant que nous on faisait des formations, quasiment tous les jours, avec des groupes différents. Alors même si c'était 1h30, 2 heures, on parlait tout à l'heure du temps de préparation. Là, il en faut du temps de préparation. Et oui. Il faut se réadapter. Et puis, quand on a plein de groupes, voilà. Donc, c'est vrai que c'est chronophage. Ça demande aussi de l'énergie. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais quel peut être l'intérêt pour un employeur d'avoir 2 formateurs. Alors, c'est vrai qu'avoir 2 formateurs, ça monopolise en fait des personnes ressources. Oui. Mais dans le cas d'une formation aussi chronophage, très honnêtement, c'est pas du luxe de co-animer en fait. Je pensais à quelque chose qui me vient à l'esprit là quand je t'écoute. Quand tu formes des gens, tu as un groupe qui rentre en formation, je vais prendre un groupe classique où il y a des demandeurs d'emploi, des gens en réinsertion, des gens qui ont acheté leur formation, etc. On est confronté à la motivation intrinsèque des apprenants, qui est totalement hétérogène. Tu en as des hyper motivés, des pas motivés. Est-ce que le fait d'être en formation, en entreprise, dans le but d'améliorer justement le process qu'on pratique au quotidien sur le carnet, est-ce que là, le niveau d'investissement, de motivation, il est élevé de la part des gens ou est-ce qu'il y en a toujours qui s'en foutent, etc. quoi ? Alors en formation initiale, les gens sont assez motivés parce que c'est eux qui ont fait la démarche, si tu veux. C'est eux qui ont postulé. Ah oui. Donc ils ont quand même... alors c'est vrai que c'est souvent... On a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école. Oui. Donc ils veulent faire leurs armes, ils sont motivés. Il y a aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle, tu le disais, donc c'est vrai qu'eux ils ont une motivation aussi qui est claire et qui est nette. C'est un peu différent en formation continue, parce que là on leur dit bon allez, t'as une formation tel jour, et là ils nous disent ah ouais mais non,
Ah non, c'est pas possible là, parce que je suis en retard sur mes dossiers. Non, je peux pas me permettre de partir 2 heures. Non, c'est pas possible. Je dois appeler un client, etc., etc. Donc certains arrivent un peu en traînant la patte. D'autres se disent bon bah c'est l'occasion de refaire un point sur mes connaissances, d'apprendre d'autres choses, de consolider ce que je sais, ce que je sais faire. Et puis les process aussi évoluent, les offres évoluent, donc il faut aussi constamment se mettre à la page. Et là, côté, on va dire apprenant, hein, c'est le mot générique, mais côté des gens que tu vas former, il n'y a pas la prévision déjà, surtout quand, parce qu'il nous explique qu'il y a quand même quelque chose qui est permanent, qui revient souvent. Il n'y a pas, par exemple, vous avez, je sais pas moi, dans le mois, une journée pour vous former, quoi, qui est planifiée, qui ne rentre pas dans leur workflow de travail, tu vois. Ils ont ce qu'ils ont à faire, mais ils ont une journée banalisée formation. C'est pas quelque chose que vous allez pratiquer, vous n'y avez pas pensé ou... Non, en général, on l'intégrait dans leur journée. Dans leur workflow. Ouais, exactement. C'est là que ça venait frotter, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, nous, on a intégré, tu vois, l'autre jour, on a intégré des apprenants de chez nous dans une entreprise où l'entreprise donne une demi-journée par semaine, c'est des développeurs, une demi-journée par semaine pour se former au dev. Parce qu'ils savent qu'ils ont un besoin d'upgrade permanent et ils ont une demi-journée par semaine. Alors, ils ne l'ont pas mis le vendredi parce qu'ils se sont dit si on met le vendredi, ils vont faire des week-ends de 3 jours. C'est ça. Et du coup, c'est en milieu de semaine. Et eh bien, les gens qui pratiquaient nous disaient que c'était une bonne chose et qu'en vérité, ils le faisaient. Parce que on vérifie pas ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Alors, ça peut être intégré avec une demi-journée. Tu vois, tu me parles 2 heures, 3 heures de formation. Ça peut être à ce moment-là, mais le plupart du temps, dans cette boîte, c'est libre. Et du coup, ils le font. Ils nous disent réellement, on en a besoin, on le fait, on va regarder des tutos, voilà. Ils ont cette espèce de permanence de l'apprendre à apprendre et d'upgrade des compétences. Enfin, des connaissances dans un premier temps, puis après des compétences quand il les déploie. Donc c'est peut-être aussi ça une solution côté apprenant. Mais tu sais, en entreprise, c'est un combat permanent. Parce que on essaie toujours de gratter un peu plus d'heures de formation et on est dit non, c'est pas possible, non, il faut que les gens, il faut produire. Exactement, les gens, il faut qu'ils soient en production. Donc déjà, quand on leur dit, il va y avoir 15 jours de formation initiale, alors qu'avant on avait une semaine. Donc là, on est passé à 15 jours, mais si on pouvait en avoir encore un peu plus, ce serait pas du luxe. À la formation, on est vraiment, mais en fait, on sait pertinemment que les gens, avant qu'ils soient opérationnels, il leur faut quand même plusieurs mois, il leur faut bien 6 mois. Oui. Donc c'est aussi de la capitalisation. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas vain ce que l'on fait. Tout à fait. Donc, alors, imagine quand on met en place un système de formation continue. On nous dit c'est bien, c'est une bonne idée, mais quand est-ce que vous allez le faire et combien de temps ça va prendre? J'ai écouté, je dis là il y en a pour 1 an. C'est de la formation continue, il y en a pour 1 an et on me regarde avec des grands yeux en disant ah oui, d'accord. Et alors ça va nécessiter combien de temps? Je dis mais voilà, c'est un programme, mais alors, ce qui m'a un peu déçue, c'est que, en fait, j'avais commencé le programme de formation continue, et puis la Covid est passée par là. Donc, tout a été arrêté. Je disais, je peux peut-être continuer en distanciel, et il y a eu d'autres projets, soi-disant plus importants. Oui. Donc, on a recommencé le programme de formation continue. Et en fait, je me dis, mais on fait un pas, on fait 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Et j'avais constamment l'impression de recommencer, puisque c'était quand même la 3e fois qu'on le faisait. En fait, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, quelque part, c'est frustrant. On s'investit, on a envie de mener le projet à bout. Et puis, même si je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont en reculant, en général, quand même... La plupart apprécient justement de pouvoir, parce que comme je disais tout à l'heure, on est sur du concret. Oui. Donc ça c'est... Ça, c'est quelque chose sur cette dimension de formation en entreprise. Nous, on a travaillé sur des POEC, des périodes opérationnelles à l'emploi et aux compétences, où les gens, en vérité, signent un CDD de 4 mois et sont formés au poste pendant 4 mois, et à la fin, c'est un CDI, quoi. Et là, quand même, on voit vraiment, d'abord qu'ils sont formés sur ce que l'entreprise a besoin. Il y a très peu de générique.
Il y a vraiment du pratico-pratique et le niveau de motivation, il est fort. Et en vérité, il y a très peu d'échecs. Parce que les gens savent où ils vont. Et c'est important. Et, ils ont besoin qu'on leur donne de la visibilité sur leur métier. Et quand ils rentrent en découverte comme ça, c'est drôlement bien de rentrer dans une entreprise où tu vas faire un job, tu vas faire de la rédac web, et à la pause de 10 heures, les gars qui discutent avec toi et les femmes qui discutent avec toi, ce sont des rédacteurs web qui sont en activité, et tu fais quoi, et tu t'y prends comment, et tu as besoin de quoi, et du coup ça redonne du sens aux apprentissages. Moi je trouve que cette immersion entreprise, elle est quand même assez intéressante. Et c'est pour ça, quand tu parles d'immersion, c'est pour ça aussi qu'on dans le programme de formation initiale, il y a des temps de double poste en fait. Ils s'immersent vraiment dans la vraie vie, parce que leur fournir de la théorie, bon, nécessairement, on est obligé, mais ce qu'ils ont besoin, quand ils seront le lundi matin devant leur PC, c'est concrètement comment je fais. C'est ça. Ok, alors je reprends mes petites notes, ouais d'accord, mais je ne sais pas comment faire en fait, je n'arrive pas à savoir comment je fais. Donc il y a des temps là aussi d'immersion. C'est compliqué parce que le programme il est quand même lourd. Et il n'y a pas assez, à mon avis, à mon sens, il n'y a pas assez de temps d'immersion. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait encore plus de 15 jours. Alors tu sais qu'on a eu en 2018 là, une chose qui s'appelle la FEST. C'est la situation de formation en situation de travail. Et du coup, on a ces temps où on va réduire on va réduire la productivité de celui qui est en apprentissage. On va permettre de l'évaluer au poste, de lui proposer une analyse réflexive de ce qu'il fait, c'est-à-dire comment je m'y prends, pourquoi je fais les choses. Ça, c'est une partie très intéressante. C'est peu utilisé dans les entreprises parce qu'ils disent que c'est lourd à mettre en place. Et en vérité, ce que j'observe, vous le faites déjà en vrai. Vous faites cette confrontation post-apprentissage et en vérité vous frictionnez à ce que la loi vient, la loi avec son financement, je vais dire, elle vient combler en disant ok, on va le prendre, il va produire que 50% de ce qu'on attend d'un ouvrier qualifié par exemple, mais les 50% de gap sont pris en charge. Et du coup ça c'est peut-être aussi des situations de regarder comment la FEST peut venir en entreprise vraiment dynamiser l'apprentissage et former à la tâche carrément, quoi. Oui, c'est ça. On a cette vraie demande aujourd'hui des entreprises. On s'est aperçu, il y a quelques années, on était trop dans la théorie. Et en fait, on n'obtenait pas les résultats qu'on voulait. Donc c'est vrai qu'on met beaucoup plus de pratique dans nos formations, ce qui est de toute façon ce qui est utile. Aujourd'hui, quand on regarde un programme de formation, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai vu un programme, c'était préparer à animer une classe virtuelle. Eh bien, c'était sur 7 heures. En vérité, on avait toute la théorisation de qu'est-ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire. À la fin de la soirée, quand l'animateur... alors déjà, il nous a expliqué qu'il fallait faire des animations d'1h30 maximum. Nous, ça a duré 7 heures. Et à la fin, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'on n'a rien préparé, qu'on n'a rien animé dans la vraie vie. Et là, on en arrive à ton lundi matin. Je dis, mais comment je fais ? Et moi, lundi matin, j'ai rien préparé, j'ai animé. Par contre, je sais qu'il ne faut pas que ça dure 30. Oui, mais concrètement, tu ne sais pas comment tu... Voilà, et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, je crois que... Enfin, je ne crois pas, puisque nous, on pratique ces stratégies-là. On développe le comment faire. Et moi, même des fois, je dis aux gens, faites des trucs tout simples, mais donnez-leur une checklist où mardi, il sait où il appuie, quoi. Voilà, il commence la semaine, bim, 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 il déroule. Mais c'est aussi pour ça qu'on leur donne... j'allais dire des exercices à faire. Si tu veux, on recrée une situation qu'ils vont rencontrer. On leur fait en fait un scénario, une mise en situation. Et voilà, donc tu as t'es face à tel client sur ton workflow. Où est-ce que tu cliques, qu'est-ce que tu... En fait, on leur pose, ils ont des questions, ils doivent y répondre, etc. En vérité, tu as la reconduction de l'espace de travail. Oui, c'est ça, exactement. Alors ce qu'on fait, c'est que quand ils sont aussi en double poste, le lendemain, on prend une demi-heure avant de commencer la formation, on prend une demi-heure et on fait on reparle en fait de toutes les notions qu'ils ont pu entendre, observer. On est vraiment dans la phase réflexive. Et moi, en fait, je m'en sers dans la formation. Je lui dis, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais vu ça. Donc voilà, à quel moment ça intervient. Je m'en sers. Donc en fait, là aussi, on peut lier la théorie et la pratique. Il y a deux choses aujourd'hui dont tu nous parles qui sont super importantes quand même. C'est cette dimension de co-animation qu'on a bien élaborée, mais il y a quand même cette dimension de former en entreprise.
Et vraiment... former en entreprise, c'est bien spécifique. C'est pas être formateur indépendant, c'est complètement. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà, on n'est pas dans les mêmes histoires. Oui, tout à fait. Quel conseil donc tu pourrais nous donner là qu'on va garder pour que notre co-animation en entreprise se passe bien lundi matin? Ça serait quoi les tips? T'avais 2 choses, 3 choses à me dire maximum. Tu me dirais, Laurent, voilà, faut que tu fasses ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Parce que du coup, moi j'ai envie de réussir ma co-animation. Oui. Avec toi. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe là? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'affinité. Peut-être, si on a la possibilité, choisir son binôme. Ouais. Parce que, tu vois, moi, j'ai aussi fait des formations en binôme où je voyais... Alors, mon collègue était en retrait. Donc je le sollicitais constamment pendant 4 heures pour qu'il intervienne et je voyais en fait que ça mordait pas. Bon, je me suis aperçue en fait que le sujet de la formation, c'était pas un truc qui l'intéressait. Ah, c'est moche. Ah c'est moche, oui. C'est vraiment moche. Donc tu vois, c'est aussi avoir des affinités, se dire est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on a bien la même affinité aussi au niveau du domaine sur lequel on doit former. Ouais. Avoir aussi une certaine connivence entre nous. Et puis, je disais tout à l'heure, voilà, bien se répartir les rôles, se dire, voilà, on doit vraiment être un binôme et montrer qu'on fonctionne bien ensemble, qu'on est d'accord, qu'on est bien sur la même longueur d'onde, qu'on ne tient pas un discours. En fait, on doit délivrer un message unique. Il ne faut pas que, tout à l'heure on disait, on peut être en opposition, il ne faut pas qu'il y ait 2 sons de cloche différents, parce qu'on perd en crédibilité. La règle quand tu es en binôme, c'est de faire qu'un, alors. Mais c'est ça. Ah, j'adore. Mais en fait, c'est ça. Ça peut paraître... c'est un binôme, mais qui doit faire qu'un. Oui, mais c'est ça. On délivre un seul message et on se met d'accord sur la manière dont on va procéder, sur la manière dont on va faire, sur le fait que on se respecte. On se respecte mutuellement, on fait confiance à l'autre. Voilà, c'est les petites choses. On se dit que ça peut paraître naturel. Et au final, si on n'y a pas réfléchi, on ne se les a pas préparés, ça... Pas naturel. Non, ça ne fonctionne pas. Et pour conclure, si j'étais une formatrice qui n'a jamais pratiqué cette co-animation, qu'est-ce que tu me dirais? Viens. Viens, parce que c'est vrai que c'est plus facile. Quand on est à 2, alors ce qui est bien aussi, c'est que en fait la co-animation, elle a aussi l'avantage, c'est que je parlais tout à l'heure des compétences de l'autre, mais on va apprendre justement des savoir-faire de l'autre, de ses savoir-être. On va pouvoir apprendre peut-être d'autres techniques d'animation. En fait, c'est aussi se remettre, prendre du recul sur sa propre fonction. Donc ça permet aussi nous-mêmes d'évoluer. Donc on peut faire plus de choses en fait à 2. Donc c'est vrai que c'est... Confrontation, analyse de pratique, upgrade de la compétence. Exactement. Bienvenue chez les formateurs. Donc c'est vrai que il y a une grande richesse en fait pour les apprenants même, il y a une grande richesse de savoir. C'est en fait 2 formateurs, c'est 2 fois plus de partage, d'échange. De possibilités de lien. Ouais. Parce qu'il y a 2 propositions individuelles qui viennent. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était bénéfique aussi bien pour les apprenants que pour les formateurs. Enfin c'est enrichissant, hein. C'est enrichissant de co-animer à partir du moment où en effet elle est bien préparée, c'est bien calé. C'est bien cadré. Sans vouloir être psychorigide, mais c'est une nécessité. Comme tu l'as dit, le talent ne fait pas tout, le travail vient l'accompagner. On est un petit peu comme ces joueurs de jazz, où on a ce temps d'improvisation, mais qui ne se maîtrise que par une grande dextérité de la pratique et une grande connaissance. Mais comme dirait l'adage, seul on va vite, mais à 2 on va plus loin. Eh bien, écoute, sur ces mots, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Laurent. Partager avec nous avec plaisir. Ce moment. Écoutez, ça va permettre à nos auditeurs de pouvoir avoir une approche nouvelle. Tout à fait.
N'hésitez pas à poser des questions, on y Bien sûr. répondra à travers les différents canaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, sur le hub de la formation notamment. Je vous remercie. Merci. Stéphanie, au plaisir, Au plaisir. et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. À bientôt.